Voilà. Donc, Gyalji. Pourquoi j'ai eu l'idée de parler du Gyalji? Parce que dans les dojos, c'est vrai que les responsables de l'enseignement déplorent très souvent que les gens s'intéressent à la pratique de zazen. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir. Peu de gens, par contre, adoptent une pratique constante. Or, la pratique constante, ce n'est pas seulement important pour l'atmosphère du dojo, pour qu'il y ait du monde, mais c'est important pour la réalisation du zen. Maître Deshimaru nous a parlé du Gyalji lorsqu'il a... Qu'est-ce qu'il a? Elle met sur ordinateur elle arrive. Alors? Donc Maître Deshimaru nous a parlé de Gyalji, qui est le titre d'un chapitre du Shobogenzo, le plus long d'ailleurs du Shobogenzo, lorsqu'il a commencé à enseigner à la Gendronnière, c'est-à-dire en 1980. Et pendant tout l'été, il nous a parlé de Gyalji. Ce chapitre du Shobogenzo, Dogen parle de ce qu'il a appelé le Gyalji de tous les maîtres et les patriarches depuis le Bouddha. Donc à titre d'exemple, ça nous inspire pour pratiquer comme ils ont pratiqué. Et dans son introduction, il rappelle que le Gyalji signifie la pratique constante, c'est-à-dire sans fin, quasiment sans commencement ni fin. On appelle ça le Dokan aussi, l'anneau de la voix, hein, sans début ni fin, constant. Maître Deshimaru disait c'est comme le soleil qui se lève tous les matins et qui ne demande aucune redevance pour nous éclairer. Donc le Gyalji implique aussi une pratique mushotoku, c'est-à-dire une pratique qui n'attend pas de résultat. Car la pratique qui n'attend pas de résultat est la pratique qui finalement est la plus bénéfique pour ceux qui pratiquent avec cet esprit mushotoku, c'est-à-dire libéré de l'avidité, de l'attente, de faire toujours une chose pour en obtenir une autre. Et ça, c'est un des aspects fondamentaux de la pratique du zen, et notamment du Gyalji, de faire en sorte que chaque pratique, pas seulement le zazen, chaque chose qui est une pratique dans notre vie, nous le fassions pour la pratique elle-même, et non pas pour en retirer un bénéfice. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de bénéfice à pratiquer le Gyalji. Mais encore une fois, les mérites, ce qu'on appelle les mérites du Gyalji, sont d'autant plus grands qu'il est pratiqué avec un esprit désintéressé. Pour pratiquer tous les jours, ce qui est l'idéal, mais en fait, le Gyalji, ça veut dire une pratique régulière. Donc, par exemple, souvent, lorsqu'on débute, on pratique 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Ce n'est pas gênant. L'essentiel, c'est d'essayer, quand on a fixé un jour pour la pratique, un zazen que l'on veut faire avec la sangha dans le dojo, d'essayer de ne pas avoir à se poser chaque semaine la question de savoir j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important à faire ou pas? Le Gyalji, ça veut dire que c'est la pratique elle-même qui nous entraîne, qui nous tire au-delà de nous-mêmes. C'est en cela aussi qu'elle est plus libératrice. Sinon, si à chaque fois on est obligé de réfléchir, bon, je vais aller au dojo, oui, mais j'ai ça aussi à faire, ça, bon, on pose le pour et le contre. Finalement, on se décide pour une chose ou pour l'autre. Dans ce cas-là, le zazen n'est pas véritablement libérateur. Il est une activité de plus parmi d'autres. À la limite, il peut devenir une charge dans l'emploi du temps, quelque chose qui nous encombre parmi toutes les multiples activités. Alors qu'en fait, le sens de Gyalji, c'est justement de nous libérer de toute dépendance. Et pour cela, il faut avoir une pratique régulière pour laquelle on ne se pose même pas la question de savoir si j'y vais, j'y vais pas. J'y vais, de toute façon, j'y vais. C'est pratiquer comme on respire. C'est pratiquer comme on prend ses 3 repas par jour. On ne se pose pas la question de savoir si on va manger ou pas. Donc cette régularité, c'est vraiment fondamental. La pratique aussi sans objet, j'y ai déjà fait allusion. C'est à la fois le zazen lui-même, mais ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre le zazen et la vie quotidienne. Lorsqu'on pratique le zazen, au début, on a toutes sortes de raisons pour lesquelles on veut pratiquer le zazen. On est motivé, on a entendu parler des bienfaits de la méditation, et on se dit, pourquoi pas moi? Finalement, c'est bien, et ça pourrait me faire du bien. C'est tout à fait normal de penser comme ça. Sauf que si on est trop comme obsédé par les bienfaits, on reste avec un esprit un peu calculateur.
et on fait en quelque sorte le bilan. J'investis du temps, de l'énergie, qu'est-ce que ça me rapporte? À la limite, on peut se dire, ça ne me rapporte pas suffisamment, je suis perdant, donc j'arrête. Voilà. Alors évidemment, ce genre de mentalité, ça ne favorise pas une pratique constante et surtout une pratique vraiment libératrice, justement, libératrice de l'esprit qui calcule tout le temps, c'est-à-dire l'esprit de l'ego, avide, qui veut toujours faire une chose pour en obtenir une autre et gagner, autrement, essayer de ne pas perdre. Jusqu'à maintenant, ça va? Ça ne vous pose pas de questions, tout ça? Bon. Mais Deshimaru prenait souvent l'image de la goutte d'eau. Apparemment, Zazen, c'est pas grand-chose. On s'assoit et on ne fait rien. C'est le non-agir. Et pourtant, ce non-agir finit par déployer des effets merveilleux. Et il disait, c'est comme la goutte d'eau. Une goutte d'eau, c'est rien, presque rien, ça pèse rien, ça tombe. Mais une goutte d'eau qui tombe régulièrement sur un rocher finit par faire un trou, même dans un bloc de granit. Ça prend du temps. Mais voilà, la régularité aboutit à vraiment creuser les choses. Et je crois que aussi dans notre vie, nous sommes conditionnés par beaucoup de choses. Et en plus, généralement, on ne commence pas Zazen à l'âge de 6 ou 7 ans. C'est arrivé, mais c'est rare. En général, on commence Zazen après avoir fait un premier tour de piste dans la vie. C'est-à-dire, c'est même pas à 20 ans. Le plus souvent, c'est vers 28-30 ans. Donc, on a commencé à s'engager dans l'existence, on a rencontré certaines difficultés, on a rencontré aussi les contradictions du monde dans lequel on vit, et on s'est dit qu'il faudrait que ça change. Il y a peut-être moyen de changer. Donc, on va commencer par essayer de se changer soi-même en ayant une pratique de méditation. Et c'est tout à fait normal. De plus, les gens qui enseignent le zazen, y compris moi-même, on expose les mérites du zazen. Par exemple, Maître Deshimaru avait fait je l'ai mis ici, voilà. Il nous avait fait une liste des 10 mérites de zazen. Et je les ai là, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais on pourra les reprendre éventuellement ou faire même un atelier dharma sur ce thème. Il disait voilà, les 10 mérites du zazen. Il avait même fait une émission de télévision, il avait fait projeter ça sur un écran. Les organes des sens, les organes de la perception retrouvent leur condition originelle, de calme spirituel. Premier mérite. Le deuxième, c'est l'esprit se purifie. Alors je ne développe pas, parce qu'il faudrait vraiment... Bonjour. Il faudrait vraiment développer tout cela, et ça sera, je pense, le prochain objet d'un atelier dharma. Les illusions se dissipent. L'esprit d'attachement s'affaiblit. Les influences perdent de leur puissance. Les influences, c'est les influences du monde extérieur. La peur s'évanouit. C'est ce qu'on chante dans l'Anya Shingyo, hein, Shin Bukege. C'est l'esprit sans obstacle et sans peur. L'esprit de compassion mûrit et s'épanouit. La vertu de patience augmente, la sagesse se manifeste, et enfin la foi s'approfondit. L'esprit religieux se révèle, religieux au sens d'esprit relié à la vérité la plus essentielle de notre existence, et non pas l'esprit religieux tel que les institutions religieuses le caricaturent parfois. Voilà. Donc, Maître Deshimaru n'hésitait pas à parler de ces mérites du zazen. Et évidemment, quand on entend ça, on est accroché par au moins un des aspects, on se dit ça vaut la peine, je vais donc pratiquer. C'est tout à fait normal. Simplement, il faut arriver à un moment donné à dépasser ce stade de pratiquer pour quelque chose. Il faut arriver à pouvoir pratiquer pour le Gyönji lui-même. Et finalement, même pour rien. C'est-à-dire, il n'y a plus de pour. On pratique tout simplement. À ce moment-là, la pratique devient pure, une pratique vraiment sans objet. Et cette pratique sans objet va influencer toute notre vie quotidienne. Parce que, par exemple, généralement, on travaille, on doit travailler pour gagner sa vie, nourrir sa famille, etc. Et c'est normal. Mais tant qu'on travaille avec cet objectif économique, exclusivement cet objectif, principalement cet objectif, le travail est vraiment un labeur, quelque chose de pénible, quelque chose même qui peut devenir une torture, comme l'étymologie du mot travail l'indique. Hein. C'était un instrument de torture, le tripalium, hein, l'origine du mot travail. On hissait quelqu'un en haut d'un mât, puis on le laissait tomber plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il se fracasse. Hein. Alors le travail, c'est ça. Vous vous rappelez aussi, mai 68,
métro, boulot, dodo. C'est intéressant d'ailleurs cette expression, j'y ai pensé à propos de Gyaltsen. Parce que métro, boulot, dodo, ça voulait dire que vraiment on est un peu esclave, une espèce de routine, d'obligation, tout ça qui n'a pas beaucoup de sens. C'était un peu l'idée d'Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. Pousse constamment son rocher jusqu'en haut de la montagne, et à peine arrivé au sommet, paf, le rocher tombe et déboule jusqu'en bas, et Sisyphe redescend et repousse le rocher, presque éternellement. Et Camus avait terminé d'ailleurs son essai en disant « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et sur le coup, ça m'avait un peu étonné. Mais en pratiquant le Gyaltsen, je me dis, effectivement, il y a un grand bonheur à avoir une pratique dans laquelle on continue, quelle que soit l'issue, quel que soit le résultat. On pratique parce que c'est juste, et voilà, on le fait. Et à ce moment-là, la pratique devient véritablement une pratique d'éveil, c'est-à-dire, je vais toujours revenir sur le sens de l'éveil dans le zen, dans le bouddhisme en général. Éveil, ça veut dire s'éveiller à quelque chose, c'est-à-dire à une vérité profonde. C'est principalement la vérité de l'impermanence et de notre interdépendance totale avec tout l'univers. C'est le sens de l'éveil du Bouddha. C'est s'éveiller aussi de quelque chose, c'est-à-dire par rapport à nos illusions, par rapport à nos obstacles, par rapport à tout ce qui nous coince dans la vie. On en prend conscience par rapport aussi à tout ce qui nous empêche d'être véritablement libres, c'est-à-dire en zazen, on se rend compte à quel point parfois nous sommes conditionnés par des manières de penser, des choses qui datent de notre prime enfance, qui se répètent constamment, qui nous font fonctionner dans des scénarios. La répétition, c'est mortifère, comme vous le savez, c'est le contraire de la vie. La vie, c'est création, et pas répétition. Répétition au sens contraint. Et donc, pour arriver à rétablir une véritable liberté dans notre existence, il faut sortir de ces conditionnements et donc en prendre conscience. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en prendre conscience en apprenant à vivre ici et maintenant. Tout cela, tout ce qui me conditionne, existe bien. Ça a été vécu. Il y a tout le karma passé en plus. Donc toutes ces choses ont forcément influencé mon existence, ce qui fait d'ailleurs que je suis un individu différent des autres. Parce que j'ai reçu tous ces conditionnements et ça a fait que je suis devenu ce que je suis devenu maintenant. Mais pour être libéré de ça, c'est-à-dire pour pouvoir créer sa vie chaque jour, en n'étant pas simplement conditionné par notre passé, il faut réaliser un esprit neuf. Et pour réaliser cet esprit neuf, il faut aussi beaucoup de constance dans la pratique, parce que le poids de nos conditionnements est énorme. Les habitudes, c'est terrible. C'est un peu comme, moi je compare les habitudes souvent aux sillons qui sont creusés sur une pente, qui font que l'eau va toujours s'écouler par cet endroit, pas passer à côté. Ça va creuser jusqu'à créer une vallée, et puis voilà. Toutes les vallées ont commencé par un petit ruisseau. Et ça veut dire que par la répétition, le chemin se crée. Alors à la fois, la répétition est bonne quand il s'agit d'une bonne pratique comme le Gyaltsen, mais par contre, lorsqu'il s'agit de répéter constamment des scénarios qui nous sont dictés par notre inconscient, par nos névroses, par nos habitudes, c'est plutôt pénible. Et des fois, on se dit, mais bon sang, encore une fois, je suis retombé dans le même piège, dans le même truc. Alors, la pratique de zazen va nous aider à nous libérer de ça en prenant conscience. D'une part, être conscient de ce qui nous conditionne, c'est fondamental par rapport à la libération. Si on n'est pas même conscient qu'on est conditionné, on n'a aucune chance de se libérer. Mais ça ne suffit pas d'être conscient aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. La conscience est une chose, c'est la base, mais il faut pouvoir, à partir de cette conscience, changer. Donc, c'est-à-dire prendre position et décider, non, ça suffit, je ne répéterai plus ça. Et ce qui nous aide au changement, c'est d'être ici et maintenant. Parce que ce qui nous conditionne relève du passé. Et l'ici et maintenant peut être un moment de création d'une manière nouvelle de penser, d'agir, d'être, à condition que cet ici et maintenant soit réellement maintenant. Et non pas le prolongement incessant d'influence du passé. Voilà, donc c'est d'où l'intérêt du Gyaltsen au sens où il ne suffit pas de prendre conscience, il faut arriver à introduire un changement profond dans nos habitudes, dans nos manières de penser, nos manières d'agir, et ça nécessite à la fois prise de conscience de ce qui nous conditionne et en même temps répétition. Alors ça c'est l'autre aspect du Gyaltsen, d'une pratique juste.
Pratique juste, c'est-à-dire la pratique au fond de l'octuple sentier, ce qu'on appelle Do, la voie, le Tao, c'est de pratiquer de telle manière que notre pratique soit une pratique d'éveil. Et le Bouddha l'a enseigné à partir de sa propre expérience de l'éveil sous 3 aspects, comme vous le savez, les préceptes, à côté, tout ce qui est l'ordre de la conduite, l'action juste, la parole juste, tout ce qui est l'ordre des préceptes, la concentration, donc le fait d'être vraiment attentif, présent à ce que l'on fait, un avec ce que l'on fait, et puis la sagesse qui résulte de la compréhension, justement. La sagesse, ce n'est pas quelque chose qui s'étudie comme la philosophie dans des traités de métaphysique, c'est ce qu'on apprend dans la vie de tous les jours quand notre vie est éclairée par la pratique de Zazen, et que la pratique de Zazen nous rend sensibles, réceptifs à ce qui se passe, et que l'on a des prises de conscience. On peut dire un flash parfois, d'un seul coup, subitement, on prend conscience de quelque chose. Maître Deshimaru parlait de Satori à propos de ça, il disait de petits Satori. Le grand Satori, c'est le Zazen lui-même. Le petit Satori, c'est les petites compréhensions qu'à partir de Zazen, on développe dans la vie quotidienne et qui, si on y est attentif, nous incitent à changer notre façon d'agir, notre façon d'être, notre façon de penser, pour le mieux. Pour le mieux, donc, ça veut dire... Oui ? Parce que moi, je ne comprends pas bien Satori. Satori, ça veut dire comprendre, en japonais. Compréhension. Et c'est un verbe, en fait c'est un verbe. On dit le Satori, mais en fait c'est un verbe. Et le verbe japonais c'est Satoru. Satoru, ça veut dire comprendre, le verbe comprendre. Et Satori, c'est la compréhension finalement. Mais pas n'importe quelle compréhension, c'est une compréhension profonde. On peut dire parfois, on parle parfois d'intuition, d'une vision qui va directement à l'essentiel, hein, qui touche vraiment un point important. Voilà. Parce que comprendre, on peut comprendre... la façon de résoudre une équation mathématique, on peut comprendre plein de choses qu'on apprend à l'école, hein, on apprend plein de choses et on comprend plein de choses. Mais Satori, c'est comprendre en ce qui concerne notre manière d'être dans la vie. Hein. C'est s'éveiller. Encore une fois, Satori et éveil, c'est la même chose. Hein. Donc s'éveiller, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ces illusions, éveiller, donc les éclairer, prendre conscience, essayer de ne pas les suivre, pas en être influencé, puis s'éveiller à la réalité, donc voir clair. Et la réalité, encore une fois, quand on parle de réalité, Kodo Sawaki avait une expression amusante, il disait la réalité de la réalité, c'est qu'il n'y a pas de réalité. Bon, ça voulait dire pas de réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité substantielle, il n'y a pas quelque chose de fixe, ça c'est la réalité. Par contre, il y a bien une réalité fondamentale, ce sont les 2 sceaux du Dharma, à laquelle le Bouddha s'est éveillé, qu'on peut dire c'est vérité éternelle, alors qu'il n'y a rien d'éternel en réalité. Mais réalité éternelle, c'est l'impermanence. Tout ce qui existe est d'ordre de l'impermanence, que ce soit les galaxies, même le cosmos lui-même, aux amibes, aux bactéries, aux cellules de notre corps, aux phénomènes économiques, à la politique, à tous les phénomènes sociaux, même l'amour. Malheureusement, parfois, on le regrette, mais c'est aussi impermanent. Les sentiments, tout change constamment, tout est impermanent. Ça, c'est le premier saut du Dharma, une vérité absolue, parce que rien ne la contredit, vous ne pouvez pas démontrer quelque chose de permanent. Il y a des choses qui semblent avoir une certaine constance. Par exemple, chaque année, le printemps apparaît, plus ou moins tôt, mais enfin, le printemps apparaît. Quand le printemps apparaît, les fleurs éclosent. Voilà. Ça, c'est l'éclosion des fleurs, c'est le signe du printemps. Il y a une certaine répétition, une constante dans les saisons, hein. Bon, avec quelques variations. Donc il y a des régularités, mais aucun printemps n'est identique au printemps précédent, par exemple. Voilà. Aucun zazen, d'ailleurs, n'est identique au zazen de la veille. Hein. Si on fait une séchine, on fait 3-4 zazen par jour, chaque zazen est différent. Donc c'est impermanence. Et le deuxième saut du Dharma, c'est-à-dire vraiment une vérité absolue, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire que rien n'existe par soi-même. Tout ce qui existe est relié à tout le reste, évidemment à tout l'univers. Et si nous existons, comme vous le savez, c'est parce qu'il y a eu 2 cellules, mâles et femelles, qui se sont associées. Et puis après, il y a eu toutes sortes d'interdépendances qui ont fait qu'on a été nourri, qu'on a été éduqué, etc., etc. Voilà, on reçoit l'énergie du soleil, etc. Mais il en va de même pour tout, absolument tout. Il n'y a rien qui n'existe de façon autonome. L'autonomie, ça n'existe pas.
Il n'existe que l'interdépendance. Alors l'interdépendance, on peut la subir en se disant j'aimerais bien être autonome, être le seul maître à bord, être en quelque sorte l'auteur de mon existence et que rien ne vienne l'influencer, mais ce n'est pas possible. Donc l'autonomie, ça n'existe pas. Par contre, alors ça c'est le côté qui peut paraître gênant de l'interdépendance, hein, mais le côté positif de l'interdépendance, c'est qu'en fait, nous n'existons pas enfermés dans notre petit ego, mais nous existons constamment en relation. Je l'ai déjà signalé plusieurs fois, puis c'est un leitmotiv dans mon enseignement, c'est vraiment, nous sommes dans une vie de relation. Et cette interdépendance, du coup, au lieu d'être une contrainte subie, peut devenir la source de toutes les valeurs de notre vie, c'est-à-dire de développer à partir de ce sens de l'interdépendance, un sens de la solidarité, un sens de compassion, de bienveillance, de prendre soin des autres comme de soi-même, et voilà, de ne pas être égoïste, de ne pas être égocentrique, et finalement de mener une vie en harmonie avec la réalité de l'interdépendance. Et quelqu'un qui est trop égocentrique, eh bien, il se heurte constamment à une réalité qui va à l'encontre de son égocentrisme. C'est qu'on ne peut pas être égocentré, c'est pas possible, parce que l'ego est dépendant de tout le reste. Hein. Et sans arrêt, on peut le remarquer dans la vie, et à chaque fois qu'on le remarque, c'est une forme de satori. Ça nous rappelle une vérité fondamentale. On peut essayer de lutter contre, mais il vaut mieux essayer de s'harmoniser avec. C'est ce que préconise le Bouddha. Oui. Et justement, dans cette équation, est-ce qu'on peut prendre en compte quelque chose qui n'est pas de l'ordre du fruit, mais qui fait partie de tout ça, la grâce qui... La grâce, on va dire, c'est aussi le fruit de l'interdépendance entre notre existence et l'existence de Dieu, si on croit en Dieu. La grâce, ça vient généralement d'une autorité surnaturelle, la grâce. Je ne sais pas comment tu appelles la grâce. Ça développe avec la pratique, je pense aussi. La réceptivité. La réceptivité à la grâce. Mais la grâce de Dieu, c'est lui qui... La grâce de l'univers. Ah oui, d'accord. De ce qui nous dépasse complètement, mais qui nous atteint, qui nous touche. C'est ça que tu veux dire, c'est ça que tu appelles la grâce dans ton langage. Oui, bien sûr. Effectivement. Par exemple, moi, je fais souvent remarquer que de nombreux moines zen ou non-zen se sont éveillés, pas dans le zazen lui-même, mais parce que d'un seul coup, ils ont entendu un son, par exemple le fameux caillou qui a heurté un bambou, alors que Kyogen, le moine Kyogen, balayait la cour, et puis paf, il a envoyé un caillou qui a giclé contre un bambou, ça fait un son particulier. En entendant ça, d'un seul coup, il s'est éveillé. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? C'est qu'à ce moment-là, il a été touché par la grâce, en quelque sorte. C'est-à-dire que le son l'a touché profondément, il lui a fait comprendre quelque chose justement de l'ordre de l'interdépendance, probablement. Je n'étais pas à sa place, mais j'imagine quelque chose de cet ordre-là. De sorte que, et ce n'est pas le seul cas, il y a beaucoup dans l'histoire du zen de cas de gens qui sont devenus célèbres après parce qu'ils sont devenus des maîtres zen et dont on découvre que le satori initial, c'est-à-dire l'intuition profonde qui a déclenché vraiment leur vocation, était bien sûr lié au zazen, parce que c'est en zazen que se développe cette réceptivité, mais ce n'était pas dans le zazen lui-même, c'est dans les phénomènes de la vie. C'est ce que Maître Dogen appelle le Genjo Koan, c'est-à-dire, Genjo, c'est l'actualisation du Koan, c'est-à-dire de la vérité. La vérité s'actualise dans tous les phénomènes, en réalité. Mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'on n'a pas, comment dire, c'est comme si on avait des jumelles qui ne sont pas au point pour voir clair sur l'objectif, sur ce qu'on regarde. On voit, mais on voit trouble. On voit pas, c'est parce qu'on n'a pas bien ajusté les lunettes. Alors on peut dire que Zazen, ça nous aide à ajuster nos lunettes pour voir vraiment ce qui est, tel que c'est. Et donc, effectivement, la pratique de Zazen nous rend réceptifs. Et cette réceptivité, c'est ce que toi, tu appelles la grâce, c'est-à-dire être réceptif à ce qui nous transcende complètement, mais qui nous enseigne en même temps, qui nous touche, hein, qui vient nous révéler quelque chose, en quelque sorte. Voilà. À propos du Gyōji, Maître Deshimaru avait toujours cette phrase, qui je crois est d'un maître du passé, qui dit « Le sage n'a pas d'ego, mais tout devient son ego ». Donc, il n'y a pas d'ego personnel, il n'est pas enfermé sur lui-même, donc il est ouvert, et du coup tout devient lui. Hein. Et ça, c'est très important aussi dans la relation humaine. C'est-à-dire que si on est égocentré, quand quelqu'un nous parle,
on fait tendance à faire référence à soi-même, à comparer avec soi-même ce qu'on pense, etc. Des fois, d'ailleurs, on a tendance à penser que l'autre nous fait perdre notre temps, on l'écoute de façon distraite, etc. Tous ces phénomènes-là qui perturbent la communication. Eh bien, la pratique de zazen nous aide à être plus ouverts, plus réceptifs à l'autre. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que, et considérer aussi que l'autre, c'est pas seulement quelqu'un où, en vertu de notre premier vœu de Bodhisattva, on fait le vœu d'aider tous les êtres, mais c'est aussi quelqu'un qui nous aide, parce que l'autre, à travers ce qu'il nous dit, nous fait voir un autre aspect de la réalité. Hein? Chacun apporte quelque chose dans la communication. Et donc, c'est important aussi d'être réceptif au fait que voilà, tous les phénomènes nous enseignent quelque chose, et la parole d'autrui aussi, à condition, encore une fois, d'être réceptif. Le Deshimaru parlait aussi souvent, et je replace souvent cette expression moi-même, de ne pas produire de coagulation, c'est-à-dire de ne pas se figer sur des opinions, des pensées, des idées fixes en quelque sorte. Il parlait souvent, et Kodo Sawaki aussi, de coagulation mentale. Et à ce sujet, Kodo Sawaki disait on ne doit pas devenir bigot, la bigoterie, hein, c'est-à-dire attaché à des formes de pratiques particulières, notamment rituels, qui font que voilà, on est un peu coincé. Et alors ça, c'est une question intéressante par rapport à la pratique du zen, parce que la pratique du zen ne enseigne pas seulement le zazen, mais aussi un certain nombre de règles de conduite, notamment dans le dojo. Entrer, on fait gassho, on entre du pied gauche, pas du pied droit, etc. Il y a souvent des gens que ça gêne quand ils commencent la pratique. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? C'est rigide le zen, on nous dit, on ne peut pas rentrer comme on veut. Alors que le sens de ces règles, c'est de nous aider à être ici et maintenant. Quand on est distrait, non seulement on rentre n'importe comment, des fois on heurte même la latte, normalement il y a une poutre comme ça. Alors là, si on loupe la poutre, on se fait mal. Il faut faire attention quand on rentre dans un dojo, quoi. Et donc, cette règle, et puis ainsi les règles de circulation, ça veut dire s'harmoniser avec les autres. C'est la même chose que la circulation en ville. Si vous n'acceptez pas les règles du code de la route, vous arrivez à un carrefour, il n'y a pas de priorité, n'importe qui va n'importe comment, et bon, c'est le chaos. Et bien, dans un dojo, c'est la même chose, à moindre échelle. C'est-à-dire que dans un dojo, on entre, on tourne dans le sens aigu d'une montre, on ressort dans le sens aigu d'une montre, on ne coupe pas la ligne entre la place du maître et de l'hôtel. C'est des règles. On pourrait très bien en établir d'autres, d'ailleurs, c'est très relatif. On pourrait rentrer dans l'autre sens, on est dans l'autre sens, etc. Mais il faut bien, à un moment donné, établir une règle pour s'harmoniser, justement. Et les règles sont faites pour ça. Mais il y a des gens qui s'attachent aux règles et deviennent rigides avec ça, deviennent formalistes avec les règles. Et en feront un drame si quelqu'un fait une erreur dans les règles et reprennent les gens s'ils se trompent. Il ne faut pas faire comme ça. Enfin, c'est aussi une façon de montrer son autorité. Moi, je sais la règle et toi, tu ne sais pas, donc je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Une prise de pouvoir sur les gens. Et ça, c'est pas bon. Donc, c'est ça en ce sens qu'il ne faut pas exagérer. Il faut suivre la règle avec simplicité, souplesse aussi, voilà, en comprenant le sens de la règle, et pas devenir bigot aussi au niveau des rituels, au niveau des cérémonies. Vous savez que le ritualisme est un signe de névrose obsessionnelle. Hein, de névrose obsessionnelle. Le ritualisme, c'est-à-dire l'attachement au rituel. Parce que des rituels, il y en a partout, hein, sans arrêt. Il y a des gens qui, lui, est ritualisé, ils ont c'est-à-dire des habitudes. Ils ont l'habitude de poser leur brosse à dents dans tel sens. Si quelqu'un arrive et dérange le truc, il le pose dans l'autre sens. Voilà, ça ne va plus. Bref. Et donc, le rituel est un signe, justement, d'angoisse. C'est-à-dire que les gens ont besoin de l'ordre autour d'eux. Si tout est en ordre, ça les rassure. Si quelqu'un introduit un peu de désordre dans leur environnement, ben, c'est la panique, quoi. Parce que, justement, l'ordre, c'est ce qui rassure par rapport à l'angoisse. Voilà. Alors, plus on est angoissé, plus on veut se mettre des règles et de l'ordre. Les gens qui souffrent de névrose obsessionnelle ont plein de rituels dans la vie. Et des fois, ça devient invalidant. Hein. Ils font des tas de choses qui sont devenues comme des rites et ils se sentent obligés de le faire. S'ils ne le font pas, ils ne se sentent pas bien. Voilà. Alors, les rituels du zen, évidemment, ne doivent pas devenir comme ça. Hein, évidemment. C'est quand même un certain équilibre à avoir un ordre. Oui, alors justement, il faut toujours penser en termes de voie du milieu dans ce qu'on enseigne.
À propos de la liberté, c'est pareil. Hein, le zen, c'est une voie de liberté, de libération, et c'est pas faire n'importe quoi. Et la liberté, c'est pas de suivre son caprice. Voilà. Donc, il faut toujours prendre les choses avec modération. C'est-à-dire en comprendre le sens et pas s'attacher seulement à une forme particulière. Voilà. Oui, mais Deshimaru disait la vraie sagesse ne peut pas être enfermée dans des catégories, dans des concepts. C'est une création, ici et maintenant, toujours. C'est-à-dire la décision sage, ça dépend à chaque fois des circonstances. C'est la même chose pour les préceptes. Les préceptes, c'est des règles de vie. Hein. Il ne faut pas faire ci, pas faire ça, pas tuer, pas voler, pas mentir, pas de mauvaise sexualité, pas d'intoxication, pas toutes ces règles-là. Hein. Vous connaissez. Mais dans chacun des cas, il faut l'appliquer avec souplesse. Ah, c'est gentil, merci. Avec souplesse et en fonction des circonstances. L'exemple classique que je répète à chaque fois, parce que c'est le plus frappant, c'est ne pas mentir, c'est très bien, mais dans certains cas, il faut absolument mentir. Hein. Si vous protégez un juif pendant l'occupation allemande et que le Gestapo vous demande si vous hébergez des juifs chez vous, il vaut mieux mentir. Alors, je vais voir. À propos du Gyalji, Maître Deshimaru disait on ne doit non plus s'attacher ni à sa famille, ni à ses possessions, mais il disait aussi, c'est toujours intéressant, on ne doit pas s'attacher non plus au fait de ne rien posséder. Donc, parce que il y a des gens comme ça. Hein, ils sont très attachés à leurs possessions. Il y a d'autres gens pour qui posséder quelque chose, c'est une charge. Je ne veux absolument rien posséder. Alors, ils cultivent le dépouillement maximum. Mais le dépouillement peut aussi devenir une sorte d'obsession. Hein. Voilà, donc il faut faire attention. Par rapport à la famille, ça c'est un sujet qui vous intéresse certainement beaucoup, parce que vous avez tous des familles, j'imagine. Quand Maître Deshimaru disait qu'il ne fallait pas s'attacher à la famille, il voulait dire par là que la famille ne doit pas devenir un obstacle à la pratique de la voie. Et moi, j'ajoute même, au contraire, la famille peut devenir une occasion de pratique de la voie. Parce que dans la famille, c'est là où on est en contact le plus intime, le plus proche avec autrui, dans une famille. On dort ensemble souvent, on vit dans les mêmes contextes, on prend les repas ensemble, etc. Donc on est très intime, très proche. Et donc, du coup, la famille peut devenir un miroir. Alors parfois, la famille est un miroir déformant. Parce que dans une famille, chacun a ses désirs, ses choix, et puis ça ne va pas toujours dans le sens de ce que désirent et choisissent les autres. Alors, ça oblige aussi d'ailleurs à s'harmoniser. Parce que dans une famille, si chacun veut n'en faire qu'à sa tête, ça ne marche pas. La famille, ça devient le chaos. Donc, vous savez, dans une famille, on est obligé de faire des concessions. Dans un couple même, simplement. Dans un couple, bien sûr, on s'aime, donc on partage beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses, on voit des choses différemment, on aime des choses différentes. Alors, comment on va faire? Donc, il faut être capable de lâcher prise avec ses préférences. Hein. Ma compagne veut aller à la mer, moi je veux aller à la montagne. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas aller à la mer et à la montagne en même temps, il faut choisir. C'est un exemple bête, mais c'est quotidien. Donc, il faut faire des concessions. Tu vas aller à la mer? Ok, on va aller à la mer. Le coup d'après, oui, en fait, on pourrait aller à la montagne aussi, si tu veux. C'est un exemple qui m'est familier, mais vous en avez 50 des exemples comme ça, hein, dans la vie quotidienne. Ce soir, on va aller au restaurant. Ah non, je préfère rester à la maison. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas à la fois aller au restaurant et rester à la maison. Donc, il faut toujours trouver, à la fois on essaie de trouver un compromis, mais ce n'est pas toujours possible, le compromis. Donc, la fois, le compromis, c'est de lâcher prise. Mais que ce ne soit pas toujours la même personne qui lâche prise. Donc, ça veut dire aussi se mettre à la place de l'autre et comprendre. Voilà. Et tout ça, moi, je trouve que cette vie de couple ou cette vie de famille est pleine d'enseignements, à partir même de la pratique du zen. Donc, alors, dans ce sens, ce n'est pas un obstacle pour moi, la famille n'est pas un obstacle, mais comme je disais, une occasion de pratique. Mais par contre, il ne faut pas que l'attachement à la famille, c'est-à-dire le fait qu'on lui attribue une priorité absolue dans sa vie, devienne un obstacle à la pratique. C'est-à-dire que si la famille veut absolument que on soit ensemble tous les soirs pour dîner à telle heure, alors on ne peut jamais aller au zazen. Alors, non, moi je vais aller au zazen chaque mercredi soir ou chaque lundi soir. Il faut pouvoir le faire.
et puis que la famille soit capable aussi de lâcher prise avec ses impératifs, qui est donc un échange, un lâcher prise réciproque. Et aussi, Madeshimaru insistait sur l'enseignement à propos du Gyōji, parce que le Gyōji, c'est la pratique elle-même. Mais la pratique, elle doit être éclairée par l'enseignement. Et il disait, la pratique d'un côté, l'enseignement de l'autre, sont comme les deux ailes d'un oiseau qui permettent vraiment de voler, de tenir un équilibre. Une pratique qui n'est pas éclairée par un enseignement peut devenir une pratique un peu égocentrique, c'est-à-dire j'ai ma pratique et je peux à la limite me faire mon propre enseignement, c'est-à-dire mes propres conceptions au sujet du zen, au sujet de l'éveil, au sujet du satori, au sujet de ce qui est juste, et sans jamais entendre un enseignement de l'extérieur qui va peut-être remettre en question ce que l'on croit. Et donc l'enseignement, surtout quand c'est un enseignement qui est transmis depuis 25 siècles, a une valeur intéressante et ça mérite qu'on s'y intéresse et que éventuellement, ça va remettre en question notre manière de penser. Moi, je remets toujours en question ma manière de penser quand je lis l'enseignement du Bouddha ou de Dogen, mais ce n'est pas pour autant que je suis toujours 100% d'accord. C'est aussi important, à propos de l'enseignement, de garder un esprit critique. Et le Bouddha lui-même l'a recommandé. Il disait, ne croyez pas ce que je vous dis, mais faites-en l'expérience et n'adoptez cet enseignement qu'en ayant confirmé par votre propre expérience sa validité, sa justesse. Voilà. Alors au début du chapitre Gyōji du Shobogenzo, Dogen a une phrase d'une très grande richesse que j'ai notée là. Il disait « La grande voie des Bouddhas et des patriarches contient toujours Gyōji, la pratique du Gyōji donc, la pratique constante, la plus élevée, dans laquelle, et voilà pourquoi c'est la plus élevée, c'est la pratique dans laquelle il n'y a pas de séparation entre l'éveil de Bodhaishin. L'éveil de Bodhaishin, Bodhaishin, comme vous le savez, c'est l'esprit qui aspire à l'éveil, et qui aspire à l'éveil avec en même temps le sens de la générosité, qu'on aspire à s'éveiller, pas seulement pour soi-même, mais comme l'a fait le Bouddha lui-même, pour venir en aide aux autres, trouver le remède aux souffrances de l'existence à travers l'éveil. Donc ça, c'est la motivation de base, ce qu'on appelle Bodhaishin, l'esprit d'éveil. Donc, pas de séparation entre cet esprit d'éveil, l'esprit qui nous pousse à venir au dojo, par exemple, la pratique, donc le Gyōji, justement, l'éveil et le nirvana. Donc, ces quatre choses, on pourrait les voir comme quatre étapes. D'abord, l'envie de pratiquer. On a entendu parler du bouddhisme, parler du zen, et l'esprit d'éveil émerge en nous. Ensuite, on va s'engager dans la pratique. La pratique, éventuellement, va nous éveiller. Et cet éveil va nous permettre de remédier aux poisons, aux trois grands poisons de l'existence, que sont l'avidité, la haine et l'ignorance. Et quand ces poisons sont éliminés, on a une vie beaucoup plus paisible. Et le nirvana, c'est l'esprit de paix. L'esprit de paix, car il est libéré des poisons fondamentaux de l'avidité et de la haine. C'est des grands mots, avidité et haine, mais c'est tout ce qui nous porte à vouloir, à désirer obtenir quelque chose, et tout ce qui nous porte à rejeter ce qui nous dérange ou ce qui ne nous convient pas. Et d'être toujours dans ce mouvement saisir, rejeter. Comme vous vous en souvenez sans doute, premier vers du premier poème zen, c'est Shijinmei. Maître Sosin disait « Pénétrer la voie n'est pas difficile ». Shidobunan, cette phrase célèbre. La voie n'est pénétrée, mais il ne faut ni avidité, ni haine, ni choix, ni rejet. Ça, c'est le B à bas du zen. D'ailleurs, si on pratique ça, on a tout compris. Si on le vit vraiment. Parce que ça veut dire que, voilà, on a dépassé le mode de fonctionnement dualiste de notre ego, qui veut obtenir toujours ce qu'il aime, rejeter ce qu'il n'aime pas, et qui est constamment tiraillé entre ces options. Donc le nirvana,
Donc, nirvana, généralement, les bouddhistes pensent le nirvana, c'est un peu comme le paradis des chrétiens, le royaume des cieux, c'est ce que l'on va atteindre ultimement après avoir eu une longue vie de pratique, de prière, de méditation, etc. Et généralement, c'est après la mort qu'on le réalise. Le nirvana, du point de vue du zen, c'est ici et maintenant qu'il se réalise. Un peu comme le slogan de 1968, je ne sais pas, vous êtes pas assez jeune pour ça, mais en 68, le slogan, c'était Nirvana Now. Hein, d'ailleurs, c'était les Beatles, un peu l'esprit de cette époque-là, hein, Nirvana Now, c'est-à-dire vraiment, on veut jouir tout de suite de l'existence. Mais le Nirvana, du point de vue bouddhiste, mais peut-être c'est jouir de l'existence, mais jouir d'une existence éveillée, c'est-à-dire libérée de ce qui nous fait souffrir, au fond, hein, la vraie jouissance, c'est-à-dire pas des jouissances qui occasionnent de la souffrance. Voilà, donc le nirvana n'est pas comme le but final, hein, mais c'est ce qui se passe ici et maintenant lorsqu'on est dans une pratique juste, inspirée par Bodhaishin, c'est-à-dire l'esprit d'éveil, qui recherche l'éveil et le pratique pour le bien de tous les êtres, et pas seulement pour son avantage personnel. Voilà. Alors, Dogen continuait d'ailleurs, on peut lire quelques phrases suivantes, parce que c'est toujours intéressant. Il dit le Gyalji n'est pas imposé par notre ego ni par les autres. Ça, c'est très important aussi, parce que dans un premier temps, c'est notre ego qui nous fait pratiquer, c'est clair. Hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure. On a entendu parler du zen, on pense que c'est bien et on veut le pratiquer. C'est moi, je décide, je vais pratiquer le zen. C'est mon ego qui décide de faire du zen. Voilà. Mais à un moment donné, il faut arriver au stade, et c'est la pratique répétée qui nous y fait parvenir, où ce n'est plus l'ego qui décide. C'est qu'on est comme aspiré par le zazen. Le désir de pratiquer zazen est au-delà de notre ego. On ne se pose pas la question, je pratique ou je ne pratique pas. C'est spontané, on y va. Parce que voilà, on est comme inspiré par le zazen. Et évidemment, les deux sont importants. Hein. Il faut de la volonté, il faut de la décision, c'est nécessaire. L'ego n'est pas que négatif. Souvent, les gens qui pratiquent une voie spirituelle ont tendance à considérer l'ego comme presque le diable, le démon, la chose qu'il faut écraser, qu'il faut vaincre. Alors qu'il y a plein de bons aspects dans l'ego. Hein. L'ego, c'est moi, finalement. Donc, simplement, ce moi, souvent, a pris des mauvais plis. Et il faut l'assouplir, quoi. Et lui permettre, ayant entrevu, s'étant éveillé à la vérité, que l'ego, au lieu de devenir une entrave à la pratique, vienne au contraire au service de la pratique. C'est-à-dire qu'il nous pousse, qu'à la limite, c'est notre propre ego qui nous dit « dis donc, remue-toi quand on ne veut pas se lever le matin, par exemple. Hein » À un moment-là, il y a une sorte de décision de la volonté, c'est l'ego qui dit « prends position. Ah non, je ne vais pas rester au lit, je vais aller au dojo. » Donc, moi, je veux aller au dojo. C'est l'ego qui, à ce moment-là, est le bon ego, finalement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours taper sur l'ego en disant l'ego, c'est pas bien, etc. Alors, Dogen disait dans cette même phrase, donc, on n'est pas imposé par notre ego, ni par l'ego des autres. Alors ça, c'est aussi une chose importante, parce qu'on ne pratique pas zazen, on pratique zazen pour tous les êtres, pour les aider. Mais en fait, on ne pratique pas zazen pour faire plaisir au godo, pour se montrer aux autres, pour que les gens aient une bonne opinion de notre pratique. Enfin, dans un groupe, il y a toujours un peu l'influence de l'opinion des autres. Hein. C'est même des fois un peu pénible. Eh bien, on ne doit pas pratiquer zazen par rapport à l'opinion des autres, ni par rapport même à l'opinion du godo. On doit pratiquer le zazen pour le zazen lui-même, et ne pas être dépendant. Donc, finalement, ni de son ego, ni de l'ego des autres. Et donc, que ce soit finalement le Gyalji lui-même, le Dharma lui-même, qui nous inspire et qui nous fasse pratiquer. Voilà. Et les phrases de Dogen, c'est toujours très, très puissant. Hein.
Il disait la fonction de ce gyalji contient notre vrai soi et celui des autres. Alors, on est toujours sur l'histoire de soi et des autres là, car notre gyalji influence tout l'univers. Alors ça, c'est aussi un autre aspect. Je vais peut-être en rester là après. Le rayonnement du gyalji, en fait, même si on n'agit pas consciemment et volontairement pour faire connaître le zazen, pour inciter les autres à pratiquer, le fait qu'il y ait une pratique a un rayonnement. Maintenant, on parle de résonance. C'est un scientifique qui s'appelle Chaldra qui a beaucoup travaillé sur la résonance. Et maintenant, ça devient de plus en plus une bonne intellectuelle de réfléchir sur les phénomènes de résonance. Et moi, je trouve ça très heureux et très intéressant, parce que résonance, ça veut dire qu'une certaine forme particulière, quand elle est adoptée par un groupe, même un petit groupe, par exemple le dojo, ça influence inconsciemment tout l'environnement. On le sent par exemple dans les monastères. Si vous allez vous promener autour de la Grande Chartreuse, par exemple, près de Grenoble, là, vous sentez dans les environs, même si vous n'avez pas le regard fixé sur le monastère lui-même, vous sentez qu'il y a une atmosphère particulière autour du monastère. Donc il y a un rayonnement de la pratique. Dans le dojo aussi, au début c'était une salle de danse ici, ou pas de danse, c'est aussi comment ça s'appelle ? Gymnastique, enfin. Ouais. Et depuis qu'on y pratique, l'atmosphère du dojo a changé. Les gens qui arrivent là sentent quelque chose, même s'ils ne connaissent pas le zazen. Ils sentent quelque chose. Les lieux sacrés aussi, c'est comme ça. Hein. Il y a des lieux où on sent qu'il y a quelque chose, une vibration dans l'air. Donc ça veut dire que le zazen influence inconsciemment tout l'environnement. Et par exemple, nous, on l'a remarqué, les gens qui enseignent le zen, on l'a remarqué il y a 45 ans, quand je faisais des initiations au zazen, c'était vraiment le diable et son train, pour tout dire, pour arriver à mettre les gens dans la posture. Ils n'y arrivaient pas. C'était une forme, ils n'arrivaient pas à prendre la posture. 9 fois sur 10, hein. C'était compliqué, il fallait faire des tas d'explications et d'exercices pour leur montrer. Moi-même, j'ai eu du mal à prendre la posture au départ. Et bien maintenant, très curieusement, je trouve, comparativement à ce qui se passait autrefois, les gens qui viennent pour une initiation, on leur montre la posture, la majorité des gens arrivent à la prendre tout de suite, presque tout de suite, quoi. Ou il y a peut-être des petites difficultés, mais enfin, elles sont minimes par rapport à ce que c'était il y a longtemps. Donc ça veut dire que vraiment la pratique influence vraiment l'environnement. Et d'ailleurs, maintenant, tout le monde parle de méditation. Il y a 45 ans, les gens qui pratiquaient la méditation, c'était des gens qui appartenaient à des sectes, qui suivaient des choses bizarres. C'était la méditation. Voilà. Maintenant, la méditation, c'est partout. Hein. Donc, voilà, il y a un phénomène de rayonnement. Voilà. Il n'est pas encore exactement midi, mais oui, on a encore une dizaine de minutes. Si vous voulez maintenant, à partir de tout ce que j'ai pu vous dire là, poser d'autres questions, libre à vous. Vous avez toujours été libre d'ailleurs, je vous l'ai dit depuis le départ, mais des fois on ne veut pas interrompre l'enseignant pour qu'il ne perde pas le fil de ce qu'il veut dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et questionnez-vous sur votre propre gyalji. On m'a demandé, par exemple, je vais faire une séchine au dojo de Paris, une journée de zazen la semaine prochaine, et le responsable, je lui dis, de quoi tu veux que je parle ? Il me dit, je veux que tu parles du gyalji, justement. Il dit, pourquoi ? Parce que les gens, ils n'ont pas de pratique régulière. Et ça, les responsables de dojo, ça les préoccupe beaucoup. Les gens viennent, ils viennent, bon, puis on ne les voit plus, puis un beau jour, ils réapparaissent, un petit peu en fonction de leur fantaisie. Et ça, évidemment, c'est pas seulement nocif pour l'atmosphère du dojo, c'est nocif pour les gens eux-mêmes qui pratiquent, parce que du coup, ça veut dire que la pratique devient une sorte de consommation, comme on va au cinéma une fois de temps en temps, quand il y a un bon film, quoi, et qu'on n'a rien d'autre à faire. Alors, il vaut mieux, modestement, se dire, ben moi, je vais pratiquer même une fois par mois. Bon, c'est un minimum, on ne peut pas faire moins, je pense. Mais au moins, c'est dire, ben, le premier mercredi de chaque mois, je vais venir au dojo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on prend son agenda et qu'on programme ce qu'on a à faire, eh bien ce jour-là, on dit « Ah non, là, j'ai zazen. » C'est zazen qui prime tout le reste. Évidemment, une fois par mois, c'est 3 fois rien, donc ce n'est pas un vrai gyalji, mais c'est quand même pas mal. Maître Deshimaru, il disait même une fois par an. Comme les Pâques. Une fois par an, faire vos Pâques. Eh bien, c'est déjà une forme de gyalji, c'est-à-dire vous n'oubliez pas.
la pratique. Mais bon, elle n'occupe pas beaucoup de place dans votre vie, mais vous ne l'oubliez pas. L'idéal, évidemment, l'extrême inverse, c'est de pratiquer tous les jours. Alors, la question se pose, évidemment, pour tous les gens qui ont une vie sociale, familiale. Ce n'est pas toujours commode de pouvoir venir au dojo tous les jours. Il y a le temps du déplacement, il y a toutes sortes d'obligations qui en empêchent souvent, qui rendent la chose difficile. Alors, dans ces cas-là, ce qui est bien, c'est de se dire, bon, je peux pratiquer tel ou tel jour au dojo, mais le reste du temps, je vais essayer d'introduire la pratique aussi dans ma vie quotidienne en essayant de pratiquer le matin en me levant, le soir avant de m'endormir, ou à un moment de la journée où j'ai un peu plus de disponibilité de temps, et le faire, vraiment. Et même si c'est pas longtemps, 10 minutes, un quart d'heure, en dessous de 10 minutes, ça ne veut plus rien dire, mais 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est la goutte d'eau, hein, régulièrement. Et ça, c'est très précieux parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, à ce moment-là, dans la journée, est plus important que tout le reste. C'est la pratique. Et d'ailleurs, ça peut impressionner votre entourage, parce que si à un moment donné, c'est comme moi, j'avais autrefois des clients, je travaillais dans le commerce international, j'avais des clients musulmans. Et certains d'entre eux, qui étaient d'ailleurs de redoutables négociateurs, au bon moment d'une négociation, c'est l'heure de la prière. Et ils arrêtaient tout, en bon milieu, c'est arrêté net. Et on leur avait destiné un bureau où ils pouvaient aller faire leur prière. Moi, ça me touche encore quand j'y repense. Ça m'impressionnait beaucoup. Parce que ça veut dire que ces gens-là, à un moment donné, il y a la dimension divine, la dimension au-delà de l'ego, ça devient plus important. Et même si je suis en plein dans une discussion, je suis un commerçant acharné, je veux obtenir mon prix, etc., stop, c'est l'heure de la prière, j'arrête tout et je vais prier. 10 minutes, mais je vais prier. Et ça, je trouve ça remarquable. Et je pense que c'est bien d'introduire ça, si possible, chacun dans notre vie. Voilà. C'est mon souhait pour vous. Bonne continuation. Merci. Voilà, on ne chante pas de sutra, comme ça, on n'est pas des bigots. Souvent, on chante un sutra à la fin d'un teisho. Mais là, d'ailleurs, ce n'était pas un teisho, ça se voulait un atelier. C'est un peu comme la théorie du centième singe. Comment ? La théorie du centième singe, tu sais, Centième singe. Oui, la théorie. Je me connais pas, je me rappelle pas cette théorie. L'armée de singes. Dis-moi, raconte. L'armée des 12 singes. Qu'est-ce que c'est alors ? Dis-moi, C'est des scientifiques qui ont fait une expérience avec des singes Oui. sur une île près de Bornéo, je crois. Oui. Ils leur ont donné des pommes de terre. Ah oui, mais c'est ça, c'est le phénomène de la résonance. C'est ça, la fameuse résonance. La fameuse résonance, c'est ça. C'est que même à distance, sur une autre île où il n'y a eu aucun échange entre les deux, les singes qui ont inventé une manière de nettoyer les pommes, les autres ils ont fini par faire la même chose. Ça veut dire aussi qu'il se passe des choses dans un monde invisible. Et même des Shimaru parlaient beaucoup du monde invisible. C'est-à-dire que nos organes d'essence, notre conscience ordinaire ne perçoit pas tout. Mais il y a des choses qui passent au-delà de la conscience de l'ego. Parce qu'il n'y a pas de fin, tout est connecté. Nous sommes tous Voilà, dans la absolument, matrice, absolument. on est Oui, c'est tous ça. dedans. Puis C'est ça, là-dedans, exactement. Croire que je ne vais pas affecter l'autre, l'autre ne va pas m'affecter parce qu'on Voilà. se porte tous en fait et on a interaction. Et ça incite aussi à un plus de sens de responsabilité dans la vie. La responsabilité, ça veut dire répondre de ses actes, de ses paroles. C'est-à-dire prendre conscience de ses conséquences. Et donc, assumer qu'on fait une chose, on dit une chose, en pleine conscience, sachant que ça aura des conséquences. On ne peut pas dire, je le fais, mais ça ne concerne que moi, hein, c'est mon truc. Et au niveau intérieur, il parle de ça dans la vibration, que chaque âme, je crois, oui. Ça, elle a sa vibration, parce que, comme vous dites, les préceptes qu'on fait, qu'on pratique, et notre hygiène de vie, est une vibration unique, et que on va raisonner et interagir avec les autres. Absolument. C'est notamment le grand avantage de pratiquer dans une sangha. Parce que normalement, dans une sangha, la résonance est maximum, puisqu'on est tous plongés dans la même pratique, et donc forcément, il en émane quelque chose. On le sent, hein, voilà, on émane quelque chose. Après, il y en a même qui parlent de niveau vibratoire aussi. Ah ouais. J'ai déjà entendu parler de ça. Que tout le monde n'avait pas le même niveau vibratoire. Ouais. Personne était sur des niveaux différents. Oui, ce sont les gens qui s'intéressent au magnétisme qui disent ça. Oui, je crois, oui. Ouais.
Je connaissais quelqu'un qui était très branché au magnétisme, alors qu'il sentait la vibration. Alors le dojo, c'est une bonne vibration. Oui, oui, c'est une très bonne vibration. Hein? Ah, qu'est-ce qui se passe? Téléphone. Ah oui. Bon. Il paraît que quand Deshimaru a eu la gendronnière, au départ, il a fait venir quelqu'un qui était spécialisé justement pour évaluer, pour savoir où mettre le temple, comme un maître feng shui un peu. Ah, peut-être, peut-être. Ça, je n'ai pas souvenir de ça. Mais en tous les... Oui, c'est bien possible. Mais moi, je ne crois pas vraiment. Je crois qu'il avait l'intuition, lui, de la chose juste. Parce que moi, je suis arrivé, première visite de la gendronnière, c'est moi qui amenais ma Deshimaru à la gendronnière. On n'y était jamais allé. Personne n'y était jamais allé. On ne la connaissait pas. On avait vu une petite annonce dans Le Monde. Et c'était en 1979. 1979. 79. Petite annonce du Monde. Et donc, on y va. Et donc, Maître Deshimaru ne conduisait pas. Donc, il avait une voiture, mais c'est quelqu'un d'autre qui la conduisait. Donc, je l'ai emmené. Et quand on est sorti de la voiture, sur l'esplanade, là, devant le château, on l'a regardé. Et d'un seul coup, c'est ici. Direct. C'était sans aucune hésitation. Donc, il a ressenti quelque chose, moi aussi d'ailleurs. On a été tout de suite impressionnés par le lieu. On s'est dit, ça c'est vraiment le bon endroit. Et ensuite, la décision de mettre le dojo à tel endroit, alors peut-être il a consulté, mais je ne crois pas, moi je crois qu'il avait une idée assez claire. Et il y avait aussi déjà des bâtiments qui existaient, mais petits bâtiments. Hein. Il y avait ce qu'on appelait les écuries, comme vous le savez, il y avait les communs, et puis il y avait une sorte de garage dans lequel on a construit la cuisine. Voilà. Et tout le reste était vide. Et évidemment, dans cette configuration-là, le dojo, on le voyait bien à cet endroit-là, entre le château et les communs où les gens allaient habiter. Hein. C'était à peu près, ça créait un équilibre. Et puis il y avait une surface plane assez grande, il n'y avait pas besoin de couper beaucoup d'arbres, enfin c'était bien approprié. Qui est-ce qui n'a jamais été à la gendronnière parmi vous? Oh là là, c'est pas possible ça. Il n'y a que 3-4 personnes qui sont allées à la gendronnière. Mais pourquoi vous n'allez pas à la gendronnière? Qu'il y a un obstacle? Hein? Non, mais toi tu y vas, alors ne réponds pas. Il y a des ceux qui n'y vont pas, pourquoi? C'est quoi le problème? Moi, j'y vais plus. Hein? Moi, j'y vais plus. Mais tu y étais? J'y étais. Ah bon, non, je parle de ceux qui ne sont jamais allés. Jusqu'à maintenant, la famille. La famille, voilà. Et toi? Moi, j'ai démarré la pratique au mois de juin. Ah oui, toi, c'est récent. Ah ouais, c'est normal. C'est normal. Ouais. C'est la même réponse. Ah, comment? Je commençais que depuis... Ah ouais. Vous êtes une nouvelle génération de pratiquants, c'est bien. Audrey, encore plus jeune, elle est plus récente même, dans la pratique, non? Ouais. Toi? Bon, pareil, je n'ai pas encore eu l'occasion. Oui. Non, mais on est dans un dojo en cours de rajeunissement, là, c'est très bien. Alors, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, un jour ou l'autre, proposez-vous d'aller à la gendronnière. La spécificité de la gendronnière, c'est quoi? C'est qu'ils sont tous réunis là-bas. Moi, je ne comprends pas bien non plus le contexte de la gendronnière. Bon, c'est le temple mère, on peut dire, hein, fondé par Maître Deshimaru. Donc déjà, il est imprégné d'une atmosphère particulière. Et surtout, le lieu, c'est le lieu qui appartient vraiment à la Sangha. Nous sommes le propriétaire de cet endroit depuis 50 ans, presque maintenant. Et donc, on ne fait pas seulement zazen, c'est une chose fondamentale que je n'ai pas dite, qui est essentielle, gyolji. Il faudrait tout reprendre à zéro, presque. Mais bon. Vas-y, c'est samedi. 2 minutes. Non, le gyolji, ce n'est pas seulement le zazen. On parle des pratiques constantes de zazen, mais en fait, à partir de zazen, tout le reste devient la pratique. Hein, c'est-à-dire, voilà. Et en particulier, le samu. Samu qui veut dire servir, comme samouraï qui est serviteur, service. Et donc, à la gendronnière, puisque c'était à propos de la gendronnière que j'ai pensé au samu, ici aussi on fait samu. D'ailleurs, tout à l'heure, on le fera un peu si on a le temps. Le samu, c'est travailler gratuitement pour la sangha, pour la communauté. Et évidemment, à la gendronnière, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une forêt à entretenir, un potager à entretenir, des allées aussi à désherber, enfin, beaucoup de travaux en extérieur. Généralement, on est le lac maintenant qui est envahi par des algues. Alors, il faut essayer voilà. On a plein de choses à faire à la gendronnière. Et donc,
en dehors de nos périodes de zazen, qui sont 3 fois par jour en préparation et 4 fois par jour en séchine, on a du temps libre. Et ce temps libre, il y a 2 fois 1h30 de samou par jour. Matin, 1h30 l'après-midi. Et là, on se réunit tous et on se répartit les tâches à accomplir. Et ça devient une pratique de la sangha, de faire le samou. Là, justement, dans la réunion de la grande sangha, ils Oui. ont justement besoin d'aide de gens qui Oui. viennent pour aider au samou. Ils ont passé l'annonce. Oui, oui. Ah ben alors voilà, c'est bien que tu nous le rappelles. Oui, c'est pour ça, parce que je voulais savoir aussi, alors maintenant c'est la grande sangha. Ce qu'on appelle la grande sangha, c'est le fait que, après la mort de Maître Deshimaru, au bout de quelques années, certains Godo dont je fais partie ont rassemblé autour d'eux, naturellement, ça s'est fait comme ça, une sangha, c'est-à-dire une communauté de disciples, de gens qui le suivent particulièrement. Voilà. Et ce que l'on pense, c'est que ces communautés, qui sont des petites sanghas autour d'un Godo, font partie d'une plus vaste, c'est la sangha des Godo de la Zedi, en quelque sorte, c'est-à-dire de Maître Deshimaru, hein, cette lignée-là. Voilà. Et quand on parle de grande sangha, ça veut dire que on fait une séchine, lors de cette séchine, notamment au camp d'hiver, certains camps d'été, c'est pas seulement un Godo avec ses disciples qui vient à la Gendronnière, mais d'autres gens viennent, d'autres Godos viennent, et d'autres disciples viennent. Et donc c'est très riche parce que c'est une occasion d'échange, d'expérience, de gens qui pratiquent. Donc ça fait un petit peu comme les petites familles qui font une grande famille. Voilà, c'est ça. C'est le but en fait. Ouais, voilà, exactement. C'est bien de rappeler ça. C'est bien, merci. Voilà, allez, bon week-end. Samou.